Donc le dossier numéro 2, donc il s'agit d'une patiente âgée de 26 ans qui consulte en urgence pour lombalgie droite brutale, fièvre et frissons. Donc, bon, on a d'emblée un tableau clinique, l'association lombalgie, apparition brutale, on le retient, fièvre, frisson. Bon, on sait que cette trilogie est quand même très évocatrice de pyélonéphrite. On continue à lire l'énoncé, on ne se précipite pas, mais on peut noter dans un coin de sa feuille pyélonéphrite. Des antécédents personnels, là aussi on va voir si on peut s'en servir. On retient tout de suite quand même colique néphrétique. Donc il peut y avoir chez ce patient une récidive de calcul. Donc d'emblée, on est quand même dans le cadre de la pyélonéphrite obstructive, en tout cas très rapidement sur cette première diapositive, c'est ce qui est sous-jacent. Alors, l'histoire de la maladie, depuis 24 heures, lombalgie droite qui est permanente, fièvre, frisson intermittent. Le côté permanent, c'est fait un petit peu peut-être pour se perdre. On sait que dans la colique néphrétique, c'est pas permanent, ça survient par crise. En revanche, lorsqu'il existe une pyélonéphrite avec une inflammation d'origine infectieuse du parenchyme rénal, eh bien, on peut avoir une lombalgie qui est permanente. Donc ça, c'est plutôt pour la pyélonéphrite. À l'interrogatoire, pas de signe fonctionnel urinaire, la patiente n'a pas de brûlure, apparemment pas de pollakiurie, donc il n'y a pas de signe de cystite associé. Elle n'a pas de traitement au long cours. Bon, ça, il n'y a pas de... Et puis, donc, elle prend une contraception orale, femme jeune, ça c'est assez classique. Alors, l'examen clinique, on va être attentif. On retrouve la fièvre, la tachycardie en rapport avec la fièvre. Elle a une bonne tension, évidemment, la tension artérielle, elle est faite pour attirer l'attention sur d'éventuels... signe en faveur d'un choc septique, en tout cas débutant. La lombalgie droite, on la retrouve à l'examen clinique accentuée par la palpation lombaire. Donc on sait que la douleur lombaire fait partie du tableau. Et puis la bandelette urinaire, ça n'est pas un examen complémentaire. Elle fait vraiment partie de l'examen clinique où on a, donc il faut tout de suite retraduire une hématurie microscopique, une leucocyturie, des protéines, on en a, ça c'est fréquent en cas d'infection. Une nitriturie, alors ça c'est capital, on voit bien qu'on est dans le cadre d'une infection urinaire. Et puis donc les autres critères de la bandelette, pas de glucosurine et de cétonurie. Bon, la patiente n'est pas diabétique, donc on voit bien qu'on ne nous amène pas sur un sujet de diabète. Alors, les examens biologiques qui nous sont délivrés. Une numération formule sanguine à 19 500 polynucléaires neutrophiles. Donc on est bien dans une hyperleucocytose avec un syndrome inflammatoire comme l'atteste la CRP. Bêta-HCG normal, on le précise très souvent chez la femme jeune. On vérifie dans le cadre d'une douleur abdominale, même si celle-ci n'est pas du tout évocatrice, on vérifie que cette patiente n'est pas enceinte. Ça peut ensuite conditionner les examens complémentaires que l'on va faire. La créatininémie est normale. Et puis donc le CBU, on a déjà l'examen direct qui nous confirme qu'on est bien dans le cas d'une infection avec des nombres germes à l'examen direct. Alors, quelles sont les questions? Donc, quel diagnostic suspectez-vous justifié? Là, on a déjà une bonne partie de notre réponse en tête. Prescrivez-vous d'autres examens paracliniques? Si oui, lesquels et pourquoi? Sur les examens iconographiques, le pelvis rénal ou piélon droit a un diamètre de 38 mm. 38 mm. Donc on verra quelle est la taille normale d'un pelvis rénal, mais on voit bien 38 mm, ça paraît quand même, quand on a les dimensions du rein en tête, on voit bien que là il se passe quelque chose d'anormal. Image hyper échogène avec cône d'ombre postérieure. Alors là, le cône d'ombre postérieure, ça tout de suite on pense à calcul. Ça c'est pareil, c'est un réflexe, c'est de la sémiologie radiologique de base. Au niveau de la jonction pyélo-urétérale droite, il n'y a pas de dilatation des cavités rénales du côté gauche. La patiente doit-elle être hospitalisée? Sur quels arguments? Bon, là, on y réfléchira tranquillement. Détailler donc le traitement. Donc, on voit bien que la question 4 précise la question 3. Quel aurait été votre traitement si la patiente avait été enceinte de 2 mois? Là, on est dans les dossiers transversaux. Donc, évidemment, on va nous poser le problème de la pyélonéphrite chez la femme enceinte. Donc, pyélonéphrite chez femme enceinte, tout de suite, on se met à côté. On sait que le problème, il repose sur l'antibiothérapie, avec des antibiotiques qui sont contre-indiqués. Ça, on le sait, donc on l'écrit tout de suite.
Malgré un traitement comportant une antibiothérapie parentérale de 4 jours, adaptée à l'antibiogramme, la patiente reste fébrile avec des pics à 39,2. Quelles sont vos hypothèses diagnostiques? Ça, pour l'instant, c'est vrai que c'est une question pas très classique, assez pragmatique. Bon, on y réfléchira tranquillement, on ne s'inquiète pas. Quelle est la nature de l'obstacle? On en est sûr, quasiment. On le lit, on le met, calcul. On continue la lecture. Le traitement est efficace. Vous revoyez la patiente 1 mois après son hospitalisation. Elle apporte un ASP montrant un calcul de 7 mm. Bon, donc là, le calcul, on en est sûr. Dans le pied long du rein droit, comment traitez-vous le calcul? Donc là, on nous demande des notions sur le traitement curatif des calculs de la voie excrétrice. On verra plus tard. Le traitement a été une nouvelle fois efficace. Le calcul a disparu sur les radiographies. D'autres explorations sont-elles nécessaires? Si oui, lesquelles? Bon, rien d'évident. En tout cas, à travers l'énoncé, là, on va être obligé de faire appel à des notions apprises. Alors, première question. Quel diagnostic suspectez-vous justifié? Donc là, on l'avait bien compris à la lecture de l'énoncé. Il y a donc des questions pour lesquelles on trouve très facilement quand même les réponses à l'intérieur de l'énoncé, d'où l'utilité de lire l'intégralité de l'énoncé. Donc pyélonéphrite, on l'avait vu avec la triade classique, aiguë, toujours bien précisé, là on peut perdre des petits points, préciser le côté également, on sait que c'est le côté droit. Donc balancer pyélonéphrite, on voit qu'on perd facilement 2 points. Il faut toujours préciser aigu parce qu'il existe des pyélonéphrites chroniques et le côté, le rein, est un organe pair, donc il est capital de préciser le côté qui est touché. Le terrain, ça on le donne, femme jeune, ça c'est le terrain de l'infection urinaire, donc c'est un facteur important à signaler. La triade, ça on l'avait d'emblée repéré, douleur, fièvre, frisson, ça, c'est très classique de la pyélonéphrite. Donc ça, on l'avait repéré. Donc évidemment, on le met pour justifier notre diagnostic. Et puis on avait également repéré à la lecture la leucocyturie, la nitriturie, la bactériurie. Donc là, dans votre rédaction de réponse, il est très important de retranscrire les données de l'énoncé en termes médicaux. Il ne faut pas ici, par exemple, mettre bandelette avec recopier, paraphraser l'énoncé. 3 croix de globules blancs à la bandelette, ça signifie qu'il existe une leucocyturie. Même chose pour les nitrites, même chose pour la bactériurie. Donc, toujours important de retranscrire parfois un vocabulaire utilisé dans l'énoncé qui est le vocabulaire utilisé par le patient ou par son entourage en termes, en mots-clés de la sémiologie médicale. Donc on est en termes de... c'est le côté formateur. On veut former des médecins qui utilisent le bon jargon médical. Et donc, même chose, il ne faut pas retranscrire et dire, voilà, il y a une augmentation des globules blancs, il faut dire qu'il y a une hyperleucocytose. Donc ça, c'est très important de retranscrire parce que les mots-clés que l'on a ici, à chaque fois, vous marquez des points. Donc là, on marque un demi-point par item pour arriver à un total de 2. C'est très important de retranscrire et d'avoir des mots-clés et de ne pas en oublier. Alors, je crois que là, devant un tableau comme ça, on ne peut avoir aucun doute. Le tableau est quasiment complet sur le plan clinique et biologique. En revanche, alors c'est vrai qu'on peut se poser la question du calcul et du caractère obstructif, et c'est vrai qu'on peut se poser la question de mettre d'emblée, est-ce qu'il s'agit d'une pyélonéphrite aiguë, droite, mais également obstructive. Ça, on peut difficilement l'affirmer sur les seules données de l'examen clinique, parce qu'on peut tout à fait avoir un calcul à l'intérieur du rein qui ne soit pas obstructif. Donc, on est obligé d'attendre les examens d'imagerie pour pouvoir affirmer qu'il s'agit d'une pyélonéphrite obstructive. Donc, obstruction, on a besoin de l'imagerie. On ne peut pas faire autrement. Alors, la deuxième question. Donc, prescrivez-vous d'autres examens paracliniques? Si oui, lesquels et pourquoi? Donc là, on est bien dans la thématique de la pyélonéphrite, et l'on sait que dans les examens de première ligne que l'on demande dans le cadre d'une pyélonéphrite, on veut savoir s'il s'agit d'une pyélonéphrite obstructive ou non, puisque le traitement sera différent. Par conséquent, sachant que pour l'obstruction, on a besoin d'avoir
des examens d'imagerie, il apparaît très important d'avoir ici des examens radiologiques à la recherche d'une obstruction de la voie excrétrice droite. Donc, il existe un consensus là-dessus. On demande un ASP et puis une échographie rénale. Ensuite, on va avoir besoin de connaître le germe et de connaître les antibiotiques qui sont efficaces sur ce germe. Donc, l'antibiogramme doit être impérativement demandé avec le CBU. Il est très important de préciser de faire un ECBU, un examen cytobactériologique des urines, avec un antibiogramme. Si vous ne précisez pas avec l'antibiogramme, il n'est pas demandé. Et ça, c'est de la pratique courante. Donc, précisez bien l'antibiogramme. Ça, c'est capital, puisque c'est lui qui permettra de savoir si l'antibiothérapie probabiliste que vous allez donner au départ est adaptée au germe. Et puis, la patiente, elle a quand même des frissons, elle a quand même beaucoup de fièvre, donc il paraît utile de réaliser des hémocultures, ce qui n'avait pas été mentionné dans l'énoncé. Donc en pratique, oui, il faut demander des examens complémentaires, à la fois bactériologiques et à la fois radiologiques. Alors, l'ASP et l'échographie sont obligatoires. Il existe un consensus là-dessus. Sur la pyélonéphrite aiguë, on doit rechercher une obstruction. L'ASP va rechercher un calcul, qui est la première cause d'obstacle. Et puis, comme vous le voyez ici sur cette échographie, on va rechercher une dilatation. Alors, je vais contourer ici pour que vous imaginiez bien le parenchyme rénal. Et je vais mettre en rouge ce qui apparaît comme étant les cavités rénales, intrarénales qui sont dilatées, avec ici une dilatation du piélon qui peut être mesurée. Donc ici, on a vu qu'elle était de l'ordre de 38 mm. Donc ici, on a un signe. Alors c'est sûr qu'on ne voit pas ici de façon formelle l'obstacle à proprement parler. C'est pour ça qu'on parle très souvent de signe indirect de l'obstacle, puisque la dilatation signe de façon indirecte la présence d'un obstacle sous-jacent. On est vraiment dans le cadre de syndrome canalaire, c'est-à-dire que lorsqu'un canal est obstrué par ici un calcul, en amont de ce calcul, on a une dilatation qui apparaît, ce qui peut être également valable pour les voies biliaires. Donc dans les voies urinaires, c'est la même chose. L'échographie, elle, comme on le voit sur ce schéma, elle peut ici explorer la portion initiale de l'urtère avec donc, la jonction piélo-urétérale. Et dans le cas présent, on a un calcul, donc on aura une image hyperéchogène avec donc, un cône d'ombre postérieur que l'on ne voit pas ici. C'est-à-dire qu'ici, on aura une zone absolument ombrée. Donc à la place d'avoir ici des zones blanchâtres, ça sera bien régulier et bien noir entre guillemets. Et puis donc l'ASP, évidemment, sur tout le trajet de l'urtère, on va rechercher la présence d'une opacité à tonalité calcique, faisant évoquer la présence d'un calcul. Donc ces deux examens sont indiscutables, de pratique courante. Ils peuvent être réalisés dans tous les services d'urgence. Alors sur les examens iconographiques, on précise donc que sur l'échographie, on a un bassinet à 38 mm, avec une image hyperéchogène avec un cône d'ombre postérieur. Donc on l'a vu tout à l'heure, cône d'ombre postérieur, on pense immédiatement à calcul. Il n'y a pas de dilatation à gauche. La patiente doit-elle être hospitalisée? Donc là, c'est presque une question piège. On ne devrait même pas poser la question. Envisager un traitement ambulatoire, c'est faire prendre un risque vital à la patiente. On sait qu'a priori, elle a une pyélonéphrite obstructive. Donc, la renvoyer à la maison, on prend le risque d'avoir 0 au dossier, parce que 0 au dossier, ça signifie qu'on a tué le patient, et ça peut être le cas. Alors, quels sont les arguments? Évidemment, la patiente doit être hospitalisée en urgence. Pourquoi? Parce que là, on a, d'après l'iconographie, le caractère obstructif qui vous est donné. Il existe une obstruction enclavée dans la jonction piélo-urétérale. Donc, la pyélonéphrite aiguë obstructive est une urgence chirurgicale, est une urgence vitale. Le pronostic vital
peut être mis en jeu. Donc, il est capital d'hospitaliser la patiente. Là, il n'y a aucune discussion possible. C'est systématique. Donc, pourquoi c'est une urgence vitale? Eh bien, tout simplement parce qu'un choc septique peut compliquer une pyélonéphrite aiguë obstructive. La rétention d'urine infectée en amont d'un calcul ne pourra pas être stérilisée à l'aide des seuls antibiotiques. C'est le principe d'un abcès. Il est indispensable de drainer ces urines infectées pour l'antibiothérapie puisse agir pleinement. Sinon, le parenchyme rénal va relarguer en permanence dans la circulation des germes et entraîner un choc septique qui peut compliquer toute fièvre parenchymateuse, comme c'est le cas ici. Et vous savez que le rein est très vascularisé, donc on peut avoir des septicémies qui sont très importantes. Donc, sachant que c'est une urgence vitale et qu'il existe un traitement adapté, c'est évidemment l'obstruction qu'il faut systématiquement rechercher. Et donc là, encore une fois, j'insiste sur cette échographie et cette ASP qui doivent être tout le temps réalisées en urgence. Et puis donc l'image hyperéchogène, ça on l'avait souligné lors de la lecture de l'énoncé, est typique de la présence d'un calcul. Donc là aussi, il n'y a pas de discussion possible. Alors, détailler le traitement. Donc, le détail du traitement, évidemment, ça va être un traitement hospitalier. Donc, c'est un traitement en urgence qui est à la fois médical et chirurgical, avec donc le conditionnement du patient et la mise en place d'une voie veineuse périphérique qui va servir à réhydrater la patiente éventuellement et surtout à lui passer une antibiothérapie parentérale. Alors, il ne faut pas, le piège que l'on a, la tentation, je dirais, que l'on a, c'est de dire, voilà, je donne des antibiotiques, voilà, je vais donner tel antibiotique en donnant le nom commercial et la posologie, et s'arrêter là. Là, effectivement, c'est la différence entre cet exercice pratique, cet exercice qu'est le dossier, et puis la vie pratique, je dirais. Évidemment, en pratique, on va prescrire un antibiotique en donnant sa posologie. Là, on est obligé, sachant que la grille de correction ne peut pas contenir tous les antibiotiques qui peuvent être utilisés dans ce cas, on est obligé de caractériser, et c'est là la règle du jeu qu'il faut respecter, on est obligé de caractériser l'antibiothérapie que l'on va choisir et de donner des critères qui vont correspondre à tous les antibiotiques que l'on pourrait donner. Donc là, c'est très important parce qu'on perd souvent beaucoup de points si l'on oublie de préciser toutes ces petites choses. Alors, c'est donc une antibiothérapie qui sera double. Ça ne sert à rien de donner 2 noms d'antibiotiques au hasard. Ils ne feront pas partie de la grille de correction. C'est une antibiothérapie qui sera synergique. Ces 2 antibiotiques vont se potentialiser les uns les autres pour accentuer leur effet bactéricide, et qui vont être bactéricides. Alors évidemment, la cible, ça va être les bacilles gram-négatifs. Ces bacilles gram-négatifs qui sont les germes présents dans plus de 90% des infections urinaires, et surtout les Escherichia coli que l'on a dans 80% des cas. Probabiliste, évidemment. Probabiliste, pourquoi? Parce qu'on a demandé l'antibiogramme, mais l'antibiogramme va demander 2 à 3 jours avant d'être donné. Donc, c'est une antibiothérapie probabiliste, car on ne connaît pas le germe en cause, à bonne diffusion tissulaire et d'élimination urinaire. On sait qu'il existe des antibiotiques qui n'ont pas d'élimination urinaire, comme les macrolides par exemple, donc qui ne seront pas utilisés. Et cette antibiothérapie donc, est débutée après les prélèvements bactériologiques. Ça, c'est la règle pour éviter de négativer faussement les prélèvements bactériologiques. Et elle sera secondairement adaptée à l'antibiogramme. Donc, en mettant tous ces items, qui sont quand même cotés sur 5 points, on n'oublie rien. Et surtout, ça correspond à tous les antibiotiques qui pourraient être donnés dans ce cas-là. Le deuxième pilier du traitement, ça va être le bloc opératoire, le traitement chirurgical. Alors, avant d'aborder le traitement chirurgical, on peut donner un exemple. C'est vrai qu'on brûle d'envie de donner un antibiotique. Donc là aussi, pas de précipitation. Il ne s'agit pas de donner un nom d'antibiotique et une posologie. Très souvent, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut préciser, c'est la famille à laquelle appartient l'antibiotique, la classe à laquelle il appartient. Donc, dans le cadre des infections urinaires, on peut utiliser les fluoroquinolones de 2e ou 3e génération, les aminosides et les céphalosporines de 3e génération. Donc,
on donne une association fluoroquinolone-aminoside. On sait qu'aminoside et fluoroquinolone seront très vraisemblablement des mots-clés présents dans la grille. Et puis, donc, on précise que l'on va faire un relais en monothérapie une fois que la pyrexie sera obtenue. On sait que la pyrexie est un excellent critère de guérison de l'infection. Et puis, on sait que dans le cas d'une pyélonéphrite obstructive, on veut une durée de 3 semaines, une durée totale de 3 semaines de l'antibiothérapie. Bon, j'en finis avec l'antibiothérapie. On la met souvent au début. Pourquoi ? Parce que l'antibiothérapie doit être débutée avant le geste chirurgical. Et puis en pratique, elle peut être débutée avant le geste chirurgical puisqu'il y a toujours un laps de temps entre l'arrivée du patient aux urgences et puis son passage au bloc opératoire. La deuxième étape de ce traitement, deuxième étape fondamentale, ce qui nécessite son hospitalisation aux urgences, c'est le drainage externe des cavités rénales. Des drainages externes qui peut être fait donc par un cathétérisme urétéral rétrograde en cystoscopie ou par néphrostomie percutanée droite éco-guidée. Donc ça, c'est 2 modalités qu'il faut préciser. Il n'y a pas de règle à proprement parler. On peut utiliser l'une des 2 techniques. Et puis, donc après ces 2 traitements, donc le cathétérisme urétéral rétrograde et la néphrostomie percutanée, eh bien, ne pas oublier la surveillance initiale. La surveillance initiale, on perd souvent des points parce qu'on l'oublie. Une surveillance qui est essentiellement clinique avec le pouls, la tension artérielle, la diurèse. On va vérifier que le drainage est efficace et puis la température. Alors, l'antibiothérapie et le drainage des urines sont les 2 piliers du traitement. Et l'on sait que ce drainage externe des urines est fondamental en cas de pyélonéphrite obstructive. C'est ce qui fait la différence avec une pyélonéphrite simple. Et puis, donc, l'antibiothérapie, je vous le précisais, doit être débutée avant le drainage chirurgical puisque au moment du drainage, très souvent, on crée une petite hyperpression à l'intérieur des cavités liée à la mise en place du corps étranger, de la sonde, et ça entraîne souvent une bactériémie. Donc, le drainage externe peut être percutané ou rétrograde par cystoscopie. Je vais vous faire un petit schéma sur le tableau pour que vous compreniez quelles sont les différences possibles entre ces 2 drainages, quelles sont les modalités. On va essayer de les voir un petit peu en pratique. Donc ici, je mets en place les contours du rein. On va mettre à l'intérieur en rouge la voie excrétrice. Alors c'est vrai que je vais la faire un petit peu dilatée. Voilà. On va prendre le cas présent avec... Donc ici, je mets en place la fin de l'urtère, le col de la vessie, le reste de la vessie. Donc là, vous savez que l'urtère passe derrière la vessie. On va mettre le méa contralatéral. Donc, dans le dossier, on est bien du côté gauche. Du côté droit, pardon. Le côté gauche est normal. Et donc, on a un calcul ici qui obstrue la jonction pyélo-urétérale, donc qui est l'origine de l'urtère. Et donc, on a ici la rétention d'urine purulente. Donc, on a 2 solutions. Ici, je vais schématiser la paroi. 2 possibilités. Soit on fait un drainage percutané, c'est-à-dire que l'on met un drain directement à travers la peau à l'intérieur des cavités rénales. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le drainage externe percutané éco-guidé. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, là, se fait également au bloc opératoire, mais on a besoin d'un cystoscope. Donc un cystoscope que je vais schématiser ici. Donc ici, on a l'œil de l'opérateur qui va donc localiser le méa urétéral et mettre en place une sonde qui va passer à côté du calcul, que l'on va remonter dans le rein de cette façon, avec des trous ici, pour récupérer les urines infectées. Et cette sonde, elle sera ensuite extériorisée et accrochée à une sonde vésicale. Donc là, je supprime mon œil.
Hop. Voilà. Donc ensuite, cette sonde, hein, elle ne tient que par le fait qu'elle est attachée ici. Elle est solidarisée à une sonde vésicale. Ce qui permet d'avoir un drainage externe des urines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les urines infectées sont directement extériorisées dans une poche. Hein. Et même chose ici. Ici, on met un collecteur pour récupérer les urines infectées. Donc, deux modalités de drainage. Un drainage percutané ou un drainage que l'on appelle rétrograde, parce qu'on remonte la voie excrétrice pour positionner un cathéter et récupérer les urines infectées. Donc, on voit que le but, c'est de récupérer les urines infectées pour qu'ensuite les urines puissent à nouveau s'écouler de façon normale dans le rein et que l'antibiothérapie puisse agir dans le parenchyme rénal, puisque si on a une pression trop importante ici, eh bien, on ne va pas pouvoir avoir une pénétration des antibiotiques à l'intérieur du parenchyme et l'infection va persister. Alors, dans un deuxième temps, on va proposer un drainage interne par une sonde double J, comme on le voit ici sur ce schéma. Une sonde double J, on l'appelle double J parce que l'on a un J dans le rein, un J dans la vessie. Ce sont des J, ça fait comme un système de ressort en plastique qui permet à la sonde de rester en place. Et donc, dans le cas présent, ici, on aura le calcul et la sonde qui passera à côté du calcul. D'accord? Donc, ce drainage interne permet au patient de quitter l'hôpital sans sonde extériorisée, ce qui est quand même très commode. Alors, quel aurait été votre traitement si la patiente avait été enceinte de 2 mois? Donc là, on est dans le cadre de l'antibiothérapie chez la femme enceinte. Donc, on a vu que l'on avait, dans le cadre d'une pyélonéphrite, on sait que l'on peut utiliser des C3G, des fluoroquinolones de 2e génération et des aminosides. Alors, quelques notions d'antibiothérapie chez la femme enceinte. On sait que les aminosides sont contre-indiqués, que les fluoroquinolones sont contre-indiqués, donc on a uniquement à notre disposition les céphalosporines de 3e génération. Donc là aussi, il faut avoir quelques notions d'antibiothérapie chez la femme enceinte pour répondre à cette question. On est toujours terrorisé par les questions d'antibiotiques chez les femmes enceintes. Ça n'est pas si compliqué que ça. Donc l'antibiothérapie n'aurait pas comporté de fluoroquinolones ni d'aminosides qui sont contre-indiqués, on vient de le voir, et donc on aurait choisi une céphalosporine de 3e génération par voie parentérale en monothérapie. Donc classiquement, on peut donner de la rocéfine, 3 semaines de traitement au total. Donc la céphalosporine de 3e génération, c'est le traitement de choix des infections urinaires chez la femme enceinte au cours du 1er trimestre. On peut également proposer la pénicilline. Ça peut être également utilisé, mais les C3G, c'est vraiment le traitement de choix. En l'absence de grossesse, bien préciser que l'antibiothérapie est double. Et donc, comme je vous le disais, on a une association de fluoroquinolones de 2e. Maintenant, on a des fluoroquinolones de 3e génération qui apparaissent avec des C3G et ou des aminosides. On peut les associer de façon, en fonction des habitudes et surtout des germes que l'on a. Vous savez que on a une cartographie en règle générale des germes et des infections qui peuvent varier d'une région à l'autre. Donc on a des protocoles d'antibiothérapie qui peuvent être variables. Donc il ne faut pas balancer brutalement des noms d'antibiotiques. Ça c'est très important. Et donc on peut associer des fluoroquinolones aux aminosides, des fluoroquinolones au C3G ou des C3G aux aminosides. On fait comme on veut, mais il faut une bithérapie. Alors, malgré un traitement comportant une antibiothérapie parentérale de 4 jours, adaptée à l'antibiogramme, la patiente reste fébrile avec des pics à 39,2. Quelles sont vos hypothèses diagnostiques? Donc là, on est un petit peu pris de court par cette question. Pourquoi? Parce que, en général, quand on a une fièvre qui persiste lors d'un traitement antibiotique d'une infection, on se dit que, le premier réflexe que l'on a, c'est de se dire que l'antibiotique que l'on donne n'est pas adapté à l'antibiogramme. Or, ça n'est pas le cas, puisqu'on vous précise dans l'énoncé que cette hypothèse est écartée. Donc, on se retrouve un peu dans la difficulté sur cette question. Et là, il faut rester très pragmatique. Il ne faut pas oublier que le traitement, c'est 2 choses. On a vu 2 choses essentielles. Le traitement antibiotique et le drainage externe des cavités rénales. Donc,
l'efficacité du traitement antibiotique a été prouvée par l'antibiogramme. Il faut donc vérifier qu'il n'y a pas une inefficacité du drainage externe. Un drainage externe, on l'a vu sur ce schéma, ça n'est qu'un tuyau qui vient drainer des cavités rénales. Donc le tuyau peut se déplacer, le tuyau peut se boucher, le tuyau peut se plicaturer. Donc il faut vérifier que l'écoulement des urines infectées se fait de façon correcte et qu'il n'y a plus d'urine infectée à l'intérieur du rein. Donc ça fait partie des choses très importantes à vérifier. On vérifie l'antibiogramme, on vérifie l'efficacité du drainage. Ça, c'est simple, on voit bien si il existe une diurèse. Sachant que le drainage est fait à l'intérieur du rein, on peut très facilement quantifier la diurèse. Ensuite, on peut chercher une complication d'une infection. Ça, c'est assez classique. Donc, un abcès rénal qui n'aurait pas été vu initialement ou qui se serait collecté secondairement et qui nécessiterait, s'il est gros, un drainage percutané, sinon une antibiothérapie prolongée. Et puis donc une localisation secondaire de l'infection. On sait qu'on peut avoir que la porte d'entrée peut être urinaire, mais qu'ensuite on peut avoir des greffes infectieuses dans le poumon, au niveau des valves cardiaques, et avoir une endocardite infectieuse. Alors, donc, en cas de persistance d'une fièvre, rechercher l'inefficacité du traitement, ça c'est capital, j'insiste là-dessus. Donc ici, 2 choses à vérifier, l'antibiogramme, la qualité du drainage, j'ai déjà insisté là-dessus. Alors, très souvent, on va demander une échographie rénale ou un abdomen sans préparation ou un scanner en fonction des disponibilités que l'on a pour s'assurer que la sonde est bien à l'intérieur des cavités rénales et que ces cavités rénales ne sont plus dilatées. Ensuite, on va rechercher une complication de la pyélonéphrite. Alors, c'est vrai que l'examen vraiment le plus rentable pour rechercher des complications au niveau du parenchyme rénal, c'est l'uroscanner. Qui va donc s'assurer de l'absence d'abcès au niveau du parenchyme rénal, qui va s'assurer que la sonde est bien en place, qui va vérifier l'absence d'autres foyers infectieux, peut-être une infection sur l'autre rein qui serait passé inaperçue. Et puis on va chercher, si tous ces examens sont normaux, des localisations secondaires. On va pouvoir demander une échographie cardiaque à la recherche d'une endocardite infectieuse, une radio de thorax, vérifier qu'il n'y a pas de pyélonéphrite, de pneumopathie infectieuse associée. Alors, quelle est la nature de l'obstacle? Là, on l'avait noté dans un petit coin au moment de la lecture de l'énoncé. On est dans le cadre d'un obstacle lithiasique. Il existe donc un calcul sur la voie excrétrice droite, ça c'est clair, qui est enclavé dans la jonction pyélo-urétérale. Ça, c'est noté sur 5 points. On ne peut pas passer à côté. C'est très rentable d'avoir fait le diagnostic au cours de la lecture. Alors, comment justifier c'était quasiment évident dans l'énoncé, donc il ne faut pas tomber dans le piège de l'évidence et de se dire c'est évident, il n'y a pas besoin de justifier. Si, il faut toujours justifier. Pourquoi? C'est un calcul, c'est un argument de fréquence. On sait que 80-90% des obstructions de la voie excrétrice sont liées à un obstacle lithiasique. Il y a l'image typique de calcul enclavé à l'échographie. Et puis la patiente a un antécédent de lithiase. On l'avait relevé dans son histoire et dans ses antécédents personnels. Donc on a plein d'arguments en faveur du calcul. On doit impérativement bien justifier ce diagnostic. Alors, la jonction pyélo-urétérale, comme on l'a vu sur le schéma, elle est à l'origine de l'urtère et elle constitue une zone de rétrécissement. On a un rétrécissement ici physiologique et donc ça peut être une zone d'enclavement des calculs. La deuxième zone de rétrécissement physiologique, la plus fréquemment rencontrée, c'est le méa urétéral. C'est pas le méa urétéral, c'est le trajet transmural, je dirais, de l'urtère. Et donc c'est à cet endroit-là que viennent s'enclaver le plus fréquemment les calculs. On sait que environ 70% des coliques néphrétiques sont liées à des enclavements du calcul au niveau de l'urtère pelvien, juste avant la traversée de la paroi vésicale. Donc, ici, on est dans le cadre d'un calcul enclavé au niveau de la jonction pyélo-urétérale. La jonction pyélo-urétérale, qui peut également être le siège d'un rétrécissement pathologique que l'on appellera dans ce cas un syndrome de la jonction pyélo-urétérale. C'était une question qui a disparu à l'ENC.
Donc on ne pourra pas vous embêter sur cette pathologie, mais c'est donc un endroit classique d'enclavement des calculs. Donc retenez bien la jonction pyélo-latérale ou la jonction urétéro-vésicale, donc les deux extrémités de l'urtère en pratique sont les endroits où les calculs peuvent facilement se bloquer. Alors le traitement est efficace, vous revoyez la patiente 1 mois après son hospitalisation. Sur l'ASP, il existe un calcul de 7 mm dans le pied long du rein droit. Comment traitez-vous le calcul? Alors on vous parle initialement d'un calcul qui est à l'intérieur de la jonction pyélo-urétérale, mais on comprend bien que lors des manœuvres endo-urologiques, eh bien, le calcul a pu être mobilisé, et donc maintenant il se retrouve à l'intérieur des cavités rénales. Donc on demande, question qui n'est jamais tombée à l'internat, très souvent il y a des dossiers sur la lithiase, en urologie on rencontre des dossiers sur la lithiase, mais on ne pose jamais de questions, il n'y a jamais de questions qui soient tombées sur le traitement des calculs à proprement parler. Donc en première intention, chez cette patiente, on va proposer une lithotricie extracorporelle en vérifiant la stérilité des urines, ça c'est très important, et le bilan de coagulation. Alors, pourquoi? Les calculs de moins de 10 mm situés à l'intérieur des cavités rénales sont le traitement de choix de la lithotricie extracorporelle qui consiste à envoyer des ondes de choc pour la fragmentation du calcul. En plus, cette patiente sera protégée lors de l'évacuation de ces fragments par la sonde double J, donc elle ne risque pas de faire des crises de colite néphrétique au moment de l'évacuation des fragments calculeux. Donc il n'y a pas, je pense pas, de discussion possible en première intention à l'heure actuelle en France. On propose, et dans les pays industrialisés, on va proposer la lithotricie extracorporelle qui a montré son efficacité sur les calculs intrarénaux de moins d'1 centimètre. Je crois que là, l'indication est indiscutable. La plupart du temps, c'est un traitement en plus qui est très simple, qui se fait en ambulatoire. Ça dépend, le côté ambulatoire dépend très fréquemment de l'intensité des ondes de choc qui sont délivrées par la machine, et lorsqu'elles sont trop violentes, parfois on a recours à des anesthésies générales, mais la plupart du temps, c'est des traitements qui peuvent se faire de façon ambulatoire. Et puis, bien évidemment, alors là c'est très important, c'est de vérifier la stérilité des urines avant d'envoyer des ondes de choc sur le rein. C'est bien évident que si on a un CBU positif, il est impératif de traiter la patiente avant d'envisager l'examen, puisqu'on a un risque de choc septique, et on comprend bien que si on envoie des ondes de choc sur un parenchyme infecté, eh bien on peut avoir un choc septique au cours de la lithotricie extracorporelle. Alors, le traitement a été une nouvelle fois efficace, le calcul a disparu sur les radiographies, d'autres explorations sont-elles nécessaires? Si oui, lesquelles? Alors là, c'est un grand cheval de bataille, je dirais, des urologues actuellement. Oui, évidemment, il ne faut pas s'arrêter là. Cette patiente est jeune, elle a déjà fait une crise de colite néphrétique, elle a refait un deuxième obstacle lithiasique qui cette fois-ci s'est révélé sous la forme d'une pyélonéphrite obstructive. Donc il faut absolument éviter chez elle une récidive lithiasique. Et donc par conséquent, il faut réaliser un bilan métabolique. Le bilan métabolique est à présent bien standardisé. On a des dosages sanguins et des dosages urinaires sur des urinoréveils et des urines de 24 heures. Donc là, on retrouve les différents items. Évidemment, on va vérifier la fonction des reins. La calcémie, la protidémie, c'est pour pouvoir calculer de façon précise le calcium sanguin. La phosphorémie, un ionogramme sanguin, une uricémie. Tout ça, c'est dans le cadre de la recherche étiologique du calcul, et puis une glycémie. Pourquoi une glycémie? Puisque ces maladies lithiasiques sont des maladies métaboliques qui sont donc des maladies des pays riches liées à une alimentation trop riche, notamment en protéines. Et qui dit aliment trop riche en protéines dit souvent une alimentation également associée trop riche en sucre. Et donc on a une association fréquente entre la maladie lithiasique et le diabète. C'est pour ça que l'on demande une glycémie. L'examen des urines de 24 heures, la diurèse, il est évident qu'une diurèse faible est un facteur de risque de calcul urinaire. On va calculer la créatininérie qui va être surtout faite pour vérifier la fiabilité du recueil des urines, et puis calcium-phosphore dans les urines, uricurie, oxalurie, pour rechercher avec la citraturie une cause également à le calcul donc à l'intérieur des cavités, et puis l'urée qui va nous permettre d'apprécier
la quantité de protéines ingurgitées par le patient. Et puis donc des urines au réveil, où on va essayer de reconnaître des cristaux. Là, il y a très peu de laboratoires qui sont capables de faire ça en France, avec là aussi un pH urinaire qui conditionne la lithogénèse et la formation des calculs, et puis la densité des urines. Plus les urines sont concentrées, plus les urines sont lithogènes. Alors, il est indispensable, ce bilan métabolique, à l'heure actuelle pour essayer de le faire. Pourquoi est-ce qu'il est indispensable? Parce qu'en l'absence de prise en charge, on a un risque de 80% de récidive lithiasique. 80% de récidive lithiasique. Cette patiente est jeune, elle a déjà fait des calculs, c'est évident qu'elle va refaire des épisodes de colique néphrétique ou des épisodes de pyélonéphrite. Et donc on prend un risque. On sait qu'une pyélonéphrite obstructive peut avoir des conséquences gravissimes. Donc il est très important de faire ce bilan métabolique, et lorsque l'on respecte les consignes ensuite diététiques ou le traitement qui peut être mis en place, eh bien, on ramène ce risque à 20%. Il est quand même divisé presque, en moyenne, par 4. Donc je pense que ces examens qui sont peu coûteux sont indispensables à la prise en charge d'une maladie lithiasique. Donc, en conclusion sur ce dossier numéro 2, il fait la part donc, entre lithiase urinaire et infection de l'appareil urinaire, qui sont les dossiers les plus fréquemment abordés jusqu'à présent dans le cadre de l'ENC et de l'internat. Donc ça me paraissait essentiel de faire le point sur cette pathologie infectieuse et lithiasique.